Donc, bonsoir à tous. Anne-Solène est encore en train de se tirer les cheveux. Je pense qu'à la fin de la soirée, elle va ressembler au monsieur qui est sur la photo de la petite fiche. Elle va être super vénère. Il y a intérêt à ne pas être dans ses pattes parce qu'elle va taper sur quelqu'un. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est vrai que les impôts, c'est stressant. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait la mienne. J'ai le paquet, j'ai fait, d'ailleurs, ce que vous devriez faire, hein. J'ai une petite bannette, j'ai mis tous mes documents dedans qui permettent de faire ma déclaration d'impôt. Alors, j'essaie d'être devant la caméra. Et puis, en un autre, je vais me poser devant tranquillement et je vais faire les choses. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, plutôt que de vous mettre directement en ligne pour faire les choses et après de devoir tout quitter, de devoir recommencer, de devoir modifier et tout, préparez-la sur du papier. Et une fois que c'est bien au point, seulement vous vous mettez à l'écran et vous n'avez plus qu'à ressaisir ce que vous avez fait préalablement. Ça fera gagner du temps que de se casser la danette, d'avoir une coupure de dossier, de devoir tout recommencer et tout. Des fois, les sites des impôts sont un petit peu compliqués. Surtout, il va y avoir une avalanche de gens qui vont se connecter en même temps et des fois, il y a des saturations et on est jeté méchamment. Donc, préparez-la. Moi, je vais faire ça, hein. Je vais imprimer ma déclaration, je vais la remplir en papier et après, je la mettrai en ligne directement. Ça, c'est le premier conseil. Deuxièmement, essayez de comprendre un petit peu. Là, vous êtes 19 maintenant. Parmi vous, il y a des artistes-auteurs, il y a des micro-entrepreneurs, il y a des gens qui sont réels, il y a des gens qui sont en micro. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'administration ne fait rien de simple et que selon les cas des uns et des autres, on a des formulaires différents à remplir et il ne faut pas se tromper de formulaire. Hier, j'en ai un, il m'a appelé, il a rempli encore le mauvais formulaire, il a fait n'importe quoi. Et en plus, il s'est engagé sur 2 ans parce il s'est mis dans une option qui n'était pas la bonne et les impôts ils ont dit maintenant, tu as pris l'option pour 2 ans, c'est pour 2 ans. Donc, faire attention un petit peu à ça et bien comprendre un petit peu les choses. Donc, ce qu'il faut savoir, on va dérouler le support. Vous aurez le support. Je sais que Marlène elle va déposer sur son groupe de discussion une fiche qui est issue de mon support. C'est-à-dire qu'on a refait une fiche un petit peu différente, mais qui est le même contenu qu'elle va déposer sur son support. Sinon, le support, il est sur le site du cabinet Comcom. Vous tapez comcom.fr, comcom.fr, il n'y a pas l'apostrophe, et vous tapez déclaration d'impôt. Vous trouverez la fiche très facilement. Il y a beaucoup, pour ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de fiches qui sont publiées régulièrement. Tous les mois, il y en a une ou deux qui sortent régulièrement, systématiquement sur tous les sujets d'actualité. D'ailleurs, il y a une actualité qui est sortie ce matin, je ne sais pas si ceux qui l'ont vu, c'est qu'à partir du 15 mai, vous allez avoir une mention obligatoire sur tous vos documents, qui est le fameux EI, pas pour État islamique, mais pour entreprise individuelle, et qui va être obligatoire, sinon vous aurez une amende de plus de 700 euros si vous oubliez de le mettre. Voilà, donc c'est encore un nouveau coup de nos chers politiques qui ont inventé un nouveau truc pour ajouter 2 lettres et qui vont foutre le bordel sur vos sites internet, sur vos papiers en tête, sur vos cartes de visite, sur tous vos documents commerciaux, sur tous les contrats, même sur votre compte en banque, il faut rajouter le mot EI si vous avez un compte en banque professionnel. Ça a été publié ce matin, c'est mis en place à partir du 15 mai, donc la semaine prochaine, donc il y a des trucs très très régulièrement. Donc on va descendre les différents statuts des uns et des autres et pour voir ce que chacun doit remplir et surtout ce qu'il ne faut pas remplir parce que certains, tous les ans, on récupère des petits loulous qui ont rempli la mauvaise case et qui se font avoir. Donc systématiquement, quand je vois quelqu'un qui dit j'ai payé beaucoup plus d'impôts que cette année, comment ça se fait et tout, je dis je suis sûr que tu as rempli cette case-là. Et il y a des gens qui se font piéger tous les ans, donc on va voir pas tomber dans cette case-là. Et puis on a une anomalie cette année. Les impôts ont commencé à envoyer des déclarations et on a une anomalie, je prends mon papier dans les yeux, voilà. Une anomalie qu'il va falloir faire attention parce que ça risque de foutre le bordel. On a un problème informatique avec les impôts qui ont fait remonter des informations qui ne sont pas forcément bonnes. Alors déjà, qui est concerné par la déclaration de revenus? Tout le monde. Je dirais que même si vous pensez que vous n'êtes pas imposable, il faut quand même faire une déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce que de toute façon, si vous cherchez un logement, si vous voulez faire un crédit, si vous voulez faire n'importe quoi, on va vous demander un avis d'imposition ou de non-imposition. Donc, une déclaration d'impôt sur revenu n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire si vous devez payer des impôts. Si vous ne devez pas payer des impôts, vous pouvez vous dispenser d'en faire. Mais ne pas en faire, c'est s'exposer au risque de ne pas avoir d'avis de non-imposition et de ne pas pouvoir faire des démarches administratives avec. J'insiste sur le fait que les micro-entrepreneurs qui pensent qu'ils n'ont pas de déclaration d'impôt sur le revenu à faire, si, ils sont obligés d'en faire une quand même s'ils pensent avoir payé leurs impôts en cours d'année avec ce qu'on appelle le prélèvement libératoire de l'impôt. Les formulaires à remplir, on en a plein. Et dans le temps, moi, j'étais content parce qu'on fonctionnait par code couleur. Je dis ça, c'est les violets, ça, c'est les roses, ça, c'est les bleus et tout. Maintenant, en ligne, on n'a plus système de couleurs, donc il faut se rappeler un petit peu les numéros. Les deux principaux qui nous incombent, c'est la 2042 et la 2042 C-Pro. Elle s'appelle comme ça. Et elle s'appelle, alors si vous regardez bien le titre, elle s'appelle déclaration de revenus avec un S à revenus. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration unique dans laquelle on va déclarer tous ses revenus.
qu'on ait des revenus fonciers, des revenus agricoles, des pensions alimentaires, des frais de garde d'enfants, des frais de scolarité, des revenus de capitaux mobiliers, des frais d'assurance vie et tout. Tout ça, ça va être déclaré dans une seule déclaration de revenus avec un S à la fin de revenus, j'insiste. Donc, il ne faut pas croire qu'on va avoir plein de déclarations à remplir. Simplement, il y a un système d'entonnoir qui fait qu'il y a des déclarations qui permettent de déterminer un chiffre et ce chiffre est rebasculé dans une déclaration. Et la déclaration ultime, c'est-à-dire que la pointe de l'entonnoir, c'est la 2042, dans lequel on va mettre principalement pour tout le monde nom, prénom, adresse, date de naissance, situation maritale et tout, et les salaires. Et puis après, on a des annexes. Et les annexes, il y en a une qui est importante, c'est la 2042 CPRO, puisque tous les travailleurs indépendants sont obligés de remplir cette fameuse annexe. Dans le temps, on appelait ça un intercalaire, maintenant on appelle ça annexe. La 2042 CPRO, elle concerne toutes les activités professionnelles. Donc ça, c'est pour les deux formulaires qu'on a à remplir. Dans la 2042 CPRO, alors du coup, dans la 2042 normale, si vous n'avez rien d'autre qu'une activité indépendante, pas de pension alimentaire, pas de frais de garde d'enfants, pas de tout ça, vous n'aurez rien d'autre à faire que d'avoir votre nom, prénom et adresse, et date de naissance. Donc après, on passe à la 2042 CPRO et c'est là qu'on va avoir des choses à remplir. Dans le préambule, l'administration déjà demande ce que vous faites. Donc, ne pas vous tromper de catégorie. C'est que vous soyez micro-entrepreneur, que vous soyez profession libérale, que vous soyez artiste-auteur. On va vous demander d'indiquer votre nom, prénom, adresse et votre numéro SIRET. Ça, c'est pour qu'informatiquement, toutes les informations se recoupent entre tous les différents services. Et après, on va vous demander, tout en bas, il y a un truc qui s'appelle nature des revenus, BA, BNC, BIC, et je vous explique ce que ça veut dire. BA, ça veut dire bénéfices agricoles, donc c'est vraiment pas pour vous. BIC, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux, c'est pas pour vous parce qu'il faut être commerçant, artisan ou être en société et être gérant de société. Et BNC, bénéfices non commerciaux, tout ce qui est micro-entrepreneur, prestation de services, c'est des BNC. Tout ce qui est artiste-auteur, c'est des BNC, que vous soyez en réel ou en micro. Tout ce qui est, on va dire, du Junwell, du travail intellectuel, ce sont des bénéfices non commerciaux, quel que soit votre statut fiscal. Donc, il faut cocher cette case. C'est parce que ça leur permet de faire des statistiques par rapport à ça. Je voulais dire un truc tout à l'heure. Oui, je parlais des recoupements. Pourquoi on vous demande un numéro SIRET? C'est parce que depuis maintenant 2-3 ans, l'URSSAF Limousin est au courant de vos revenus grâce aux impôts qui leur donnent l'information, que la caisse de retraite l'IRSEC est au courant grâce aux informations qui leur sont communiquées aussi par les impôts, que vos clients communiquent des informations aux impôts via votre numéro SIRET et les impôts sont capables de reconstituer vos chiffres d'affaires. Donc, tout le monde se suit et tout le monde s'entrecoupe au niveau des informations pour vérifier ce que vous faites. Donc, ne faites pas de bêtises parce que si vous vous trompez dans les chiffres, sachant qu'on est dans le pays de la délation, c'est-à-dire que chacun déclare ce qu'il a versé aux autres, et ben, les impôts qui sont toujours le noyau dur du recoupement et du contrôle fiscal, sont capables de tout reconstituer par rapport à toutes les informations qu'ils peuvent collecter via ce numéro SIRET. Donc, ça à remplir, ce n'est pas très, très compliqué. Après, c'est ces revenus imposables, où est-ce qu'on doit les remplir? Et bon, on doit les remplir en fonction du statut ou du régime que l'on a. D'ailleurs, j'ai lu un article l'autre jour, depuis le mot EI, là, ils disent que la micro-entreprise n'est plus un régime, maintenant c'est devenu un statut. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y en a qui a décrété ça. Donc, les cases que vous aurez à remplir, elles vont dépendre de votre statut et elles vont dépendre aussi de votre régime fiscal pour lequel vous avez opté. Donc, on va les descendre un par un. Donc, on a déjà les micro-entrepreneurs, on commence par eux. Les micro-entrepreneurs, il y en a deux sortes. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens se trompent ou beaucoup de gens ignoraient ces spécificités concernant l'impôt des micro-entrepreneurs. On a la possibilité, quand vous cotisez tous les mois ou tous les trimestres à la micro-entreprise et que vous versez vos cotisations sociales de 22%, sauf ceux qui sont acres qui payent moins, de verser en même temps de l'impôt sur le revenu au titre de ce qu'on appelle un prélèvement libératoire. Qui dit prélèvement libératoire, ça veut dire qu'on est libéré de payer autre chose une fois qu'on a payé ces 2,2%. Entre autres, le taux, c'est 2,2%. Et donc, il faut opter pour ça parce que ce n'est pas systématique. Autant quand vous êtes en micro-entrepreneur, vous avez l'obligation de verser vos 22% de charges sociales, autant les 2,2%, il faut avoir opté pour le faire. Il faut avoir opté avant le 31 décembre de chaque année. D'ailleurs, ceux qui voudraient opter pour l'année 2021, c'est trop tard. Pour 2022, c'est trop tard. Il faudra attendre fin 2022 pour opter pour 2023. L'intérêt de cette option, c'est que quand vous payez 2,2% d'impôt, alors que le taux minimum en France d'imposition au-delà de 10 225 € de revenus, c'est 11%, ben, il vaut mieux payer 2% que 11%. Donc, c'est intéressant, sauf pour ceux qui gagnent moins de 10 000, parce que ceux qui gagnent moins de 10 000,
ils ne sont pas imposables. Et donc, en payant 2,2%, ils deviennent imposables. Et alors, on ne va pas y rentrer trop dans le détail, mais il faut faire attention pour les tout petits revenus. Des fois, d'opter pour le prélèvement libératoire, ce n'est pas forcément un bon plan. Et ce prélèvement libératoire, eh ben, il fait que selon que vous avez opté ou que vous n'avez pas opté, on ne remplit pas les mêmes cases. Si vous avez opté, d'ailleurs, la case s'appelle micro-entrepreneur ayant opté pour le prélèvement libératoire, vous avez une case qui s'appelle recette brute 5TE. Et là, vous devez mettre votre chiffre d'affaires encaissé l'année. Et je rappelle, parce que tous les ans, il y a des gens qui se trompent, le chiffre d'affaires qu'on doit déclarer aux impôts quand on est profession libérale, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Si vous avez fait des grosses factures fin 2021 et qu'elles sont encaissées en 2022, elles ne comptent pas pour l'impôt 2021. Elles compteront pour l'impôt 2022. On est OK? 5TE. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de changer la petite page où il y a le 5TE. C'est que cette année et l'année dernière, ils ont rajouté une petite case exprès qui est la 5TL, qui est fait pour les gens qui ont reçu des aides Covid parce qu'il faut les déclarer. Elles ne sont pas imposables, mais il faut quand même signifier à l'État l'argent qu'on a perçu. Je l'ai mis après dans le texte. On en parle un peu après. Dans le texte qu'il y a sur Marlène, pardon, le texte de Marlène, il est à jour. On a changé la case et on a bien mis les bonnes cases. Mais là, j'ai oublié sur cette fiche-là. Ça, c'est pour ceux qui ont opté pour l'impôt sur le revenu. Et je suppose, alors je regarde dans les messages s'il y a des gens qui me parlent en même temps. Ouais, même sur les cartes de visite, ouais, malheureusement, Anne-Solène, il va falloir refaire les cartes de visite. Ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire, eh ben, il faut aller dans la case qui s'appelle revenus non commerciaux professionnels. Même pour les artistes auteurs, c'est bien des entreprises individuelles, il faudra mettre le EI. Revenus non commerciaux professionnels, vous avez une case qui s'appelle régime déclaratif spécial ou micro-BNC. Et en dessous, vous avez une case qui s'appelle régime de la déclaration contrôlée. Alors, le régime de la déclaration contrôlée, c'est le nom barbare des impôts pour signifier que ça s'appelle frais réels. Donc, comme là, on était dans les gens qui étaient en régime micro. Pour les gens qui sont en régime micro, il faut indiquer les revenus imposables dans la case 5HQ. Donc là, c'est pareil, c'est le chiffre d'affaires encaissé dans l'année, brut. On va en parler encore après par rapport aux précomptes pour ceux qui auraient encore des précomptes. Par contre, si vous êtes en réel, il faudra indiquer le bénéfice dans la case soit 5QC, soit 5QI, et on va voir pourquoi. Ça va jusque-là? Comme j'ai des questions qui tombent en même temps, je peux répondre en même temps à l'oral à ceux qui me posent des questions. N'hésitez pas. Ça peut aller un peu vite, mais en réalité, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste être organisé dans la préparation de son travail et de savoir qui on est, donc quel est comment ça s'appelle, mon statut, mon régime, et en fonction de ça, on tombe sur les bonnes cases. Alors là, j'ai une question de Anne-Solène. L'an dernier, j'ai eu sur mon relevé BNC et BC, même l'URSSAF n'a pas su pourquoi je n'avais pas que BIC une idée. Je ne comprends pas la question. Donc déjà, Aurélien, bonjour en 2021, je veux des revenus en tant que micro-entrepreneur sans le versement libératoire, mais en tant qu'artiste-auteur, où dois-je déclarer les deux CA? Il va falloir les additionner. Il va falloir les additionner. Si c'est de la micro-entreprise sans prélèvement libératoire, plus de l'artiste-auteur en micro-BNC, il faudra additionner les deux chiffres d'affaires pour les déclarer en 5HQ. C'est une bonne question. Et Anne-Solène, il faut me reposer la question, je n'ai pas compris la question. Quelle somme indiquée? Donc ça, je l'ai déjà dit. Si vous en avez en micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires brut sans aucune déduction. Il y a des gens qui ont voulu soustraire les rétrocessions d'honoraires, les choses comme ça et tout. Attention avec cette notion de rétrocession d'honoraires qui circule sur les réseaux sociaux. Une rétrocession d'honoraires, c'est quand quelqu'un fait le travail à votre place et que vous facturez en son nom, vous lui rétrocédez 100% de la somme. C'est le cas, par exemple, quand vous êtes médecin, que vous partez en vacances et quand vous allez dans le cabinet médical, il y a son remplaçant. Vous allez payer au nom du médecin et le médecin remplaçant va toucher les sous des consultations qu'il a faites à la place du médecin en titre du cabinet médical. Donc la rétrocession d'honoraires, je la trouve principalement dans les activités médicales ou paramédicales. Quand vous faites travailler un autre graphiste pour un boulot que vous avez fait, c'est ce qu'on appelle de la sous-traitance. Et la sous-traitance, ce n'est pas déductible. Enfin, c'est déductible quand on est en réel, mais quand on est en micro, qu'on soit en micro-entrepreneur ou en micro-BNC, on n'a pas à déduire les sommes, ce n'est pas de la rétrocession d'honoraires, ce n'est pas la définition juridique de la rétrocession d'honoraires. Vous faites attention parce qu'il y a des forums ou des groupes de discussion qui jouent avec ça, qui disent ouais, mais tu n'as qu'à pas les déclarer, il faut les déduire, c'est de la rétrocession d'honoraires. Je suis désolé, on est plusieurs à avoir fait des recherches là-dessus et on a bien validé le fait que la rétrocession d'honoraires, c'est une substitution d'un travail à une autre personne. Or, quand vous faites travailler une personne pour un boulot que vous ne savez pas faire totalement, c'est de la sous-traitance, c'est-à-dire que la personne n'a pas fait de boulot à votre place, il a fait une partie du travail. Donc, on ne déduit rien du tout.
à part les aides Covid, puisqu'elles ne sont pas imposables, pas toutes, mais principalement toutes, elles sont non imposables. Et donc, c'est là où on va reporter la fameuse CAS 5TE. Si on est en micro-BNC, alors là aussi, des bêtises qu'on rencontre régulièrement, c'est bien le chiffre d'affaires brut qui est à déclarer et c'est les impôts qui vont faire eux-mêmes l'abattement de 34%. On a vu des gens faire eux-mêmes l'abattement de 34%, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur chiffre d'affaires, ils ont enlevé 34%, et ils ont mis cette somme dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas à vous de le faire, c'est aux impôts de le faire. Donc là, on met le chiffre d'affaires brut, et bien entendu, on ne déduit pas les fameuses pseudo-rétrocessions d'honoraires. Si on est au réel, et donc là, en réel, c'est plus particulier, c'est qu'il faut tenir une comptabilité. Cette comptabilité permet de tenir un bénéfice. Ce bénéfice, il est déclaré sur ce qu'on appelle un bilan, mais on l'appelle alias 2035, qui longtemps a été violette, un beau violet cardinal ou améthyste. Et le chiffre qui apparaît en bénéfice doit être reporté dans la 2042 CPRO. Alors attention, on a des gens qui pensent que comme ils ont fait la 2035, ils l'ont envoyé aux impôts. D'ailleurs, le monsieur que j'ai eu hier, il avait fait sa 2035, il l'a envoyé aux impôts. Et ben, il pense qu'il a fini son travail, qu'il n'a rien d'autre à faire. Non, non, non. La 2035, système d'entonnoir, va basculer dans la 2042 CPRO au niveau de son bénéfice, qui va basculer dans la 2042 pour envoyer le tout aux impôts. D'accord ? Donc, on a bien plusieurs documents qui vont s'insérer les uns dans les autres, ou s'emboîter, ou s'encliquer, vous dites comme vous voulez. Mais en tout cas, on ne peut pas se soustraire de faire une déclaration sous prétexte qu'on a fait l'autre. Il faut toutes les faire. Et l'administration vient évidemment contrôler que le montant du bénéfice qui apparaît sur la 2035 est le même que vous avez porté dans la 2042 au niveau de la case 5HQ. Les précomptes, pas de questions par rapport à ça. Et Anne-Solène, je l'ai contrariée, du coup, elle ne veut plus me proposer sa question. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la fusion de la Maison des artistes et de la GSA, on est parti du principe que tous les artistes auteurs qui émettaient des factures devaient obligatoirement avoir un numéro SIRET. Et à partir du moment où ils avaient un numéro SIRET, ils avaient l'obligation de déclarer leurs revenus en bénéfices non commerciaux. Seuls les artistes auteurs qui reçoivent des droits qui sont déclarés par des tiers ont la possibilité encore de déclarer leurs revenus dans la catégorie traitement et salaire, et ils ne peuvent pas émettre de facture. Et les gens qui leur déclarent des revenus, c'est par exemple la SACEM, la SACD, ou votre éditeur qui vous fait votre relevé de vente et qui vous reverse les droits d'auteur sur les ventes du livre. Ça, vous ne bougez pas le petit doigt. C'est les gens en face, c'est vos éditeurs, distributeurs tiers qui font les relevés pour vous et qui vous font la note de droit d'auteur. Si vous devez émettre un document, vous ne pouvez plus le faire, déclarer vos droits d'auteur en traitement et salaire, vous êtes obligé de déclarer en bénéfices non commerciaux. Et donc, cette mesure, elle s'accompagnait de quelque chose qui est très, très simple. À partir du moment où vous déclarez en bénéfices non commerciaux, vous êtes de droit dispensé de mettre des précomptes. Pendant 2 ans, ces dispenses, il suffisait simplement de montrer un extrait INSEE à ses clients pour être dispensé des précomptes. Depuis cette année, on revient à l'ancienne méthode, à savoir de fournir une attestation de dispense de précompte que vous pouvez télécharger sur votre espace URSSAF Limousin. Par contre, tous ceux qui sont en traitement et salaire, ils ne peuvent plus s'y soustraire, c'est obligatoire. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'option possible, c'est obligatoirement soumis au précompte. Donc, faire attention à ces précomptes parce que tout le monde n'est pas encore au fait de ça et qu'on a des gens qui vous imposent des précomptes alors que vous avez un numéro SIRET, des gens qui ne veulent pas mettre de précompte alors que vous êtes en traitement et salaire. Donc, on voit un petit peu de tout. Mais enfin, la règle, c'est précompte égale traitement et salaire, pas de précompte égale bénéfices non commerciaux. Et les précomptes, quand on est en micro, ils ne se diluent pas. C'est-à-dire que si vous avez fait une facture de 100 et que vous avez 18 de précompte et qu'on vous donne 82, vous ne devez pas déclarer 82 aux impôts, vous devez déclarer les 100. On doit déclarer les revenus bruts. Les 34% incluent les cotisations sociales et donc l'abattement pour frais professionnels. Par contre, si vous êtes en traitement et salaire, je ne l'ai pas mis là parce que normalement, là en face de moi, je n'ai que des professions libérales. C'est l'inverse qui se passe. On prend le net et on réintègre la CSG non déductible. Et par contre, on a un abattement que 10% contre 34% en bénéfices non commerciaux. D'où l'intérêt de ne plus être en traitement et salaire. C'est une hérésie normalement. Petite question concernant les parties matérielles. Les débours est-il possible en cas de faible montant ou vaut-il mieux s'orienter vers des financements de type leasing? Concernant les parties matérielles, les débours est-il possible de faire? Il y a un truc que je ne comprends pas parce qu'on parle de débours et puis d'un second on parle de matériel leasing. Matériel leasing, c'est la problématique de dire j'ai les immobilisations et je fais un amortissement. Est-ce que c'est plus intéressant que d'avoir un leasing? Déjà, il faut être en réel parce que si on n'est pas en réel, on s'en fout complètement parce qu'il n'y a aucune déduction de frais de quoi que ce soit.
Et c'est vrai qu'en étant en réel, le leasing est souvent plus intéressant que de faire un achat et d'immobiliser. Maintenant, pour moi, ça n'a rien à voir avec un débours, parce que ce ne sont pas des débours, ce sont des frais professionnels. Je vais essayer d'autres questions qui est tombée. OK. Anne-Solène, elle va revenir. Le retour d'Anne-Solène. Alors, attends, j'en étais où du coup? Et tout ça, hop, la caméra, elle a bougé. Voilà. Donc, les précomptes, vous ne faites pas avoir, parce que sinon, vous allez avoir un décalage entre le chiffre déclaré par vos clients et le chiffre que vous avez déclaré à l'URSSAF Limousin et le chiffre des impôts. Vous ne déduisez pas les précomptes quand vous êtes en régime micro-BNC auteur. D'accord? Alors là, ce que je dis sur les précomptes, ça ne concerne que les auteurs, ça ne concerne pas les professions micro-entrepreneurs ni les professions libérales qui ne relèveraient pas de l'URSSAF Limousin. Tout à l'heure, vous avez vu sur le tableau, là, j'avais une petite case ici avec marqué OGA viseur sans OGA, d'accord? Ça veut dire qu'OGA, ça veut dire organisme de gestion agréé. Et pour les professions libérales, les organismes de gestion agréée s'appellent des associations de gestion agréée. Alors, je vous réexplique un petit peu à quoi ça sert. C'est que l'État, dans sa grande clémence, s'est dit, je ne veux pas perdre de temps à contrôler les indépendants, ça ne me rapporte pas assez d'argent. Par contre, si je ne fais rien contre eux, ça va être la fête du slip. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie en termes de comptabilité et je ne vais pas pouvoir les contrôler. Donc, il s'est dit, je vais inventer quelque chose pour les forcer à être surveillés au niveau de leur comptabilité et je vais les motiver pour qu'ils jouent le jeu d'être pré-contrôlés par un organisme. Donc, ils ont créé il y a 40 ans, c'était le 40e anniversaire il y a 2 ans, les associations de gestion agréées. Et ça ne concerne que les gens qui sont au réel. Donc, ça ne concerne pas les micro-entrepreneurs, ça ne concerne pas les micro-BNC, ça concerne que les gens qui déposent une 2035, l'alias 2035. Ces gens-là, avant de l'envoyer à l'État, ils l'envoient à l'association de gestion agréée qui fait des pré-contrôles. Et ces pré-contrôles permettent de garantir qu'il n'y a pas de grosses erreurs dans la comptabilité. C'est-à-dire qu'on va contrôler la banque, on va contrôler la TVA, on va contrôler les charges sociales. Et par contre, on ne verra pas que vous aurez passé une note de restaurant de 150 balles pour un repas perso en faisant croire que c'est un repas professionnel. Ça ne se verra pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire. Hein. Ça veut dire que ça ne se verra pas. En échange, du coup, l'administration dit on a éliminé les très grosses zones de risque et on va vous faire un cadeau. Le cadeau est le suivant. Si vous acceptez d'avoir un pré-contrôle de votre comptabilité, vous étiez imposé sur votre bénéfice. Par contre, si vous refusiez d'avoir un pré-contrôle de votre comptabilité, vous étiez imposé sur votre bénéfice majoré de 25%. Il se trouve qu'il y a 2 ans, il y a un parlementaire qui a décidé d'abroger un article 7 qui régit les associations de gestion agréée. Et cet article 7, il supprime le visa fiscal des associations de gestion agréée et il supprime le fait qu'il y ait des majorations en cas de non-contrôle préalablement à la déclaration 2035. Ça a foutu un tel tollé que l'administration a décidé d'étaler ça dans le temps. Donc, les 25% sont devenus dans un premier temps 20%, après 15%. Cette année, c'est 15% pour l'année 2021. Et en 2022, il y aura 10%. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas adhérents à une association de gestion agréée et qui sont au réel en 2022, ils auront 15% de majoration d'impôt. Ceux qui n'ont toujours pas adhéré à l'association de gestion agréée pour 2022, ils auront encore 10% de majoration d'impôt pour non avoir voulu faire pré-contrôler sa comptabilité avant de l'envoyer à l'État. 1er janvier 2023, ça n'existe plus. Donc, il n'y aura plus de majoration pour non-dépôt de l'alias fiscal à l'association de gestion agréée avant de faire l'envoi à l'État. Mais les impôts, ils ne sont pas fous, hein, ils ont créé quelque chose d'autre à la place. Donc, vous allez en entendre parler, peut-être pas cette année pour les indépendants, mais on commence à en parler pour les sociétés. Les indépendants un petit peu, ceux qui ont des AGA, ils ont dû être informés de cette existence. Ils ont créé un nouveau contrôle qui s'appelle l'ECF, examen de conformité fiscale, qui revient à peu près au contrôle que faisaient les AGA avant, mais renforcé. Donc, on nous a enlevé un truc en disant que ça faisait perdre du temps aux entrepreneurs, mais on l'a remplacé par quelque chose d'encore plus lourd. Donc, l'ECF, c'est 12 pistes d'audit. Ça doit être fait soit par votre ancien AGA, soit par votre expert comptable, soit par un avocat, soit par une société qui le ferait. Il est peu probable que les avocats et des gens qui veulent monter des sociétés le fassent parce que c'est beaucoup de boulot et ça ne rapporte pas d'argent. Je suis clair et net là-dessus. Donc, il va y avoir une petite guerre entre les experts comptables et les associations de gestion agréée. Il est certain que pour le faire, il faut avoir toutes les informations de la comptabilité. Donc, ceux qui ont un expert comptable, ils vont le confier à leur expert comptable. Ce sera payant quand même, mais ils vont le confier à leur expert comptable parce que l'expert comptable pourra facturer pas trop cher parce qu'il aura toutes les informations sous la main. Ceux qui n'ont pas d'expert comptable, ils pourront se retourner soit vers un expert comptable pour le faire, soit vers leur ancienne association, soit vers une association de gestion agréée qui pourra leur faire au titre d'un accompagnement, d'une prestation et qui sera facturée. Et on observe des prix d'environ 200 €
Et pour ceux qui sont déjà adhérents dans des associations de gestion agréées, vous verrez que c'est peu ou prou le même prix que les cotisations qu'on payait avant. Donc, il ne va pas y avoir beaucoup de changements au niveau du coût. Il va y avoir des changements au niveau du travail à faire pour les gens qui vont faire le travail, pas pour vous. Et l'administration nous promet que ceux qui joueront le jeu d'avoir un ECF seront normalement éliminés de la liste des contrôles fiscaux, mais ils disent bien normalement, donc ce n'est pas 100% garanti. Et c'est surtout qu'en cas de redressement suite à un contrôle fiscal, il n'y aura pas normalement d'application de majoration d'intérêt de retard. Donc on est plutôt dans des mesures des impôts qui ne se mouillent pas en disant en principe, vous n'aurez ni contrôle fiscal, ni majoration, ni intérêt de retard, mais ils ne garantissent pas à 100%. Donc, on peut espérer qu'ils joueront le jeu, qu'ils ne seront pas salopiaux comme ils peuvent être des fois, et qu'on n'aura pas trop de redressement par rapport à ça. Donc, ceux qui ont une association de gestion agréée, vous savez ce qui vous attend encore pour 2022, qui sera fait en 2023. Pour les autres, ça ne sert à rien d'adhérer maintenant parce que les 10% d'ailleurs sont tellement petits que ça couvre pas l'économie ne couvre pas la cotisation en général, sauf si vous avez des très très gros revenus. Et puis après, il faudra savoir ce que vous allez faire. C'est soit vous basculez, si vous avez un expert comptable, vous basculez votre CF chez votre expert comptable, soit vous n'avez pas d'expert comptable et vous continuerez avec votre association de gestion agréée pour faire l'ECF. Alors, j'ai quelques questions. Pardon, si le client demande de lui vendre le matériel en complément de la prestation. Eh bien oui, malheureusement, Gaël, j'ai déjà vu ce cas. C'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Ça veut dire que ceux qui, par exemple, font du dépannage informatique et qui vendent en plus une prise, un écran, un clavier pour dépanner le client parce que c'est plus facile que de demander au client de l'acheter avant de l'installer, et ben, ça correspond à du chiffre d'affaires et ça va être déclaré aux impôts. Ce n'est pas à déduire. Est-ce que j'ai d'autres questions? Lorsqu'on touche des droits d'auteur via une agence photo qui elle-même fait l'intermédiaire avec d'autres agences type AFP et que l'on attend depuis plusieurs mois que l'URSSAF des artistes auteurs veuille bien nous affilier, est-ce qu'on a par ailleurs un numéro SIRET pour une micro-entreprise c'est le versement impôt libératoire ou déclarer les droits d'auteur? J'essaie de comprendre la question. De toute façon, si tu es photographe et que tu touches des sous d'une agence de photo, que ce soit en direct ou pas de façon directe, tu restes quand même un artiste-auteur qui fait des œuvres originales de l'esprit. Donc, tu dois avoir un numéro SIRET et tu dois… Alors, soit c'est les agences qui te font les relevés de vente et ça s'arrête comme ça. Ce qui est rare pour les agences de photo, normalement, elles vont te demander de faire une facture suite au relevé des ventes. Et dans ce cas-là, il faut que tu aies bien un numéro SIRET. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas être inscrit à l'URSSAF des artistes-auteurs. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu serais bloqué par rapport à ça. Moi, j'ai des clients chez moi qui font que de la photographie qui est vendue sur des banques d'images et on n'a pas de problème. Ils ont les relevés de vente à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre. Ils font les factures, ils ont un numéro SIRET, on a inscrit à l'URSSAF Limousin et ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas de la vente de tirage, c'est de la vente de droits d'auteur et ça ne pose pas de problème vis-à-vis de l'URSSAF Limousin, sauf si les photographies que tu fais sont des photographies, par exemple, communion, bar mitzvah, mariage, des photographies scolaires, où là, on n'est plus dans le statut d'artiste-auteur, dans le statut de ce qu'on appelle photographe artisan, ou on appelle ça la photographie sociale. Et il faut avoir un statut de micro-entrepreneur qui relève de la Chambre des métiers. Par contre, il est interdit d'être artiste-auteur en micro-entrepreneur. Un artiste-auteur, il peut être que l'URSSAF Limousin. Et quand on fait la photographie sociale, on ne peut pas être à l'URSSAF Limousin. On peut être que soit micro-entrepreneur relevant de la Chambre des métiers, soit s'inscrire en tant qu'artisan au réel. Micro-entrepreneur, micro-fiscal ou pas, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais je renfonce le clou. On est bien d'accord que il faut faire cette option. Beaucoup de gens ne la font pas ou oublient ou ne savaient pas qu'elle existait. Et donc, il y a un intérêt à la faire comme il n'y a pas forcément d'intérêt à la faire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux ça, sur le site de Comcom, il y a une fiche pratique qui s'appelle Micro-entrepreneur SAS, est-ce bien la bonne solution? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui foncent aussi dans la SAS pour pas grand-chose, qui sont artistes-auteurs, qui n'ont rien à foutre en SAS. Et les micro-entrepreneurs, il y a aussi des anomalies derrière. C'est-à-dire qu'on se retrouve à payer des fois des impôts, là, on n'en paierait pas si on avait un autre statut, ou on se retrouve à payer des impôts complémentaires, là où on pensait qu'on avait payé son option pour le prélèvement libératoire. Et là, je m'en explique, c'est qu'il y a un petit truc qui est vicié ou caché dans le régime des micro-entrepreneurs, c'est qu'on vous dit, OK, si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, c'est possible, mais à condition que votre foyer fiscal gagne moins de 27 794 € par personne physique dans le foyer fiscal. Exemple, vous avez gagné 20 000 € dans l'année et vous êtes marié avec quelqu'un qui a gagné 100 000 € dans l'année. On fait 100 plus 20, ça fait 120 000 divisé par 2, ça fait 60 000. Et ben, en théorie, vous ne pouvez plus opter pour le prélèvement libératoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être à 2,2%,
60 000 euros de revenus, je prends mon barème d'impôt devant les yeux, les 60 000 euros, ils vont être taxés à 30%. Et donc là, on arrive aux limites de la micro-entreprise, c'est-à-dire que vous avez, vous, des revenus qui sont tout petits et vous pensez que vous pouvez payer 2,2%, mais étant marié avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, vous êtes obligé d'être soumis au barème de l'impôt progressif dans lequel lui, il est dans sa tranche. Et donc là, il faut arrêter la micro-entreprise, il faut basculer en réel parce que du coup, moi, j'ai eu une personne comme ça qui avait hérité d'un immeuble et qui avait plus de 100 000 euros de revenus fonciers par an et qui facturait 20 000 euros par an de chiffre d'affaires de micro-entreprise. Et elle était dans une tranche à 45%. Donc non seulement elle payait 22% de charges sociales, mais elle payait 45% d'impôts. C'est-à-dire que sur ces 20 000, elle lâchait 65% de taxes. Donc c'était complètement ridicule. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas. Ils le découvrent le jour où ils reçoivent leur avis d'imposition, où ils reçoivent un courrier des impôts qui leur dit « Nous avons constaté que le revenu imposable de votre foyer fiscal N-1 avait dépassé le seuil. Vous ne pouvez plus être soumis au prélèvement libératoire, vous devez payer l'impôt au taux progressif. » Tous les ans, on a des gens qui sont attrapés avec ça. C'est un truc qui est pervers. Moi, je l'ai découvert sur le tard, c'est-à-dire que les premières années où on a créé la micro-entreprise, je ne l'ai pas vu. C'est arrivé comme ça un jour, quelqu'un m'a dit j'ai un problème et j'ai découvert le poteau rose. Alors maintenant, je fais très attention, mais au tout début, ils n'ont pas beaucoup parlé de ça, les impôts. Ou alors, il ne faut pas se marier avec quelqu'un de riche. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça On l'a vu tout à l'heure, hein, selon si vous êtes en régime micro avec prélèvement libératoire ou pas de prélèvement libératoire, on a la case 5TO ou la case 5HQ. Vous voyez sur la fiche, il y a des liens, et vous l'aurez dans la fiche de Marlène, des liens avec des fiches pratiques qui vous expliquent d'autres choses par rapport à ce prélèvement libératoire ou autre. C'est bon jusque-là? Marlène n'a toujours pas retrouvé son doc? Non. La petite case magique. La petite case magique, eh ben, tous les ans, j'ai des gens qui disent j'ai reçu un avis d'imposition, on demande de la CSG, je ne comprends pas, pourtant j'ai bien rempli toutes les cases qu'il fallait et tout. Et il y a une espèce de légende urbaine qui oblige les gens à dire attention, tu n'as pas déclaré dans la case 5HY. Et tous les ans, je vois circuler ça, mais depuis 10 ans. Hein, et alors, tous les ans, on en récupère. Alors, moi, alors, là, Marlène n'est pas là, mais c'est des échanges qu'on a déjà eu avec elle. Il y a Delphine Toudin qui est là, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a Tada. Delphine, comment ça s'appelle ton site Tada? Tu prends le micro? Tada Agency, merci Delphine. Tada Agency qui accompagne les artistes-auteurs pour leur partie administrative, je le résume un petit peu comme ça. Et donc, on fait attention à ce genre de problématiques. Et puis, pour ceux qui connaissent, mais il n'est pas là ce soir non plus, il y a Julien Moya qui se connaît aussi des fois sous le nom de Yamo, qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux où j'interviens. C'est-à-dire que Marlène, Delphine, moi, on nous retrouve régulièrement sur les discussions. On interpelle toujours des gens qui ont ce genre d'anomalie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que votre grand-père ait écrit une belle chanson et que cette chanson vous rapporte, il soit décédé, votre grand-père, forcément, sinon ça ne marche pas, et que vous touchez les sous en tant qu'héritier, ou votre père ou votre grand-père, c'est la même chose, vous touchez les sous de la SACEM de votre grand-père, et ou que votre grand-père il a inventé une chaise, parce que j'ai le cas chez moi de quelqu'un qui a inventé une chaise, le père est mort, et c'est les enfants qui touchent les droits commerciaux sur la vente des chaises, et qui a eu à rapporter jusqu'à 200 000 euros par an, donc ça peut faire des gros chiffres. Et vous ne travaillez pas, enfin vous travaillez, mais ce n'est pas votre activité de gagner ces sous. Et donc, si vous regardez la petite case qu'on a vue là-haut, celle-ci, tac, 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 c'est marqué revenus non commerciaux professionnels. Déjà, si vous touchez des sous d'une activité que vous ne faites pas, mais qui sont quand même des bénéfices non commerciaux, donc des droits d'auteur d'un ancêtre, ça ne s'appellera pas des bénéfices non commerciaux non professionnels, enfin professionnels, mais des bénéfices non commerciaux non professionnels. Donc, vous devrez déclarer les revenus dans la même catégorie. Il y a une case pareille, vous mettez les revenus bruts et tout ça et tout. Par contre, vous n'avez pas à vous affilier à l'URSSAF Limousin puisque ce n'est pas votre activité. Le problème, c'est que tout le monde en France doit payer la CSG, la CRDS. Et donc, cette CSG, CRDS, pour pouvoir la payer quand on n'est pas affilié à l'URSSAF Limousin et qu'on touche des droits d'auteur dont on n'est pas l'auteur, il faut remplir cette petite case-là qui s'appelle la case 5HY. Il y a marqué BA, BIC, BNC à imposer aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est la CSG, CRDS. Mais vous, qui êtes micro-entrepreneur, qui êtes à l'URSSAF Limousin, qui êtes à l'URSSAF normal, vous avez payé la CSG et la CRDS. Vous n'avez donc pas à remplir cette case-là. Et ne tombez pas dans le piège. Tous les ans, il y a des gens qui disent attention, il faut remplir cette case, il faut remplir cette case. On n'arrête pas, avec Marlène et d'autres, on n'arrête pas de crier en disant n'oubliez pas, il ne faut pas causer cette case.
C'est bien rentré. Je suis un peu lourdingue, hein, mais c'est vrai que j'ai tellement de. Tous les ans, des petits oiseaux qui, quand ils reçoivent leur avis d'imposition, sautent au plafond, s'arrachent les cheveux et crient comme le monsieur sur la photo de la page d'accueil, et qu'on découvre qu'ils ont ils ont coché une case bêtement pour rien, qu'on insiste lourdement par rapport à ça. Alors, c'est pas grave, sur mon relevé de l'URSSAF de cette année, j'ai BNC, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre. Et l'an dernier, j'avais BNC et BC. Ouais. Il y a eu des bugs l'année dernière sur ce qu'on appelle le volet social. Je pense que c'est ça ton problème, c'est sur la partie volet social, et c'est l'abortique qu'on apporte cette année. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, les micro-entrepreneurs, ils déclaraient leurs revenus via la plateforme micro-entreprise et payaient leur cotisation sociale, terminé jusque-là. Les gens qui étaient à l'URSSAF Limousin, ils allaient sur leur espace Maison des artistes AGSA et maintenant URSSAF Limousin, et ils faisaient leur déclaration annuelle. D'ailleurs, ça s'ouvre bientôt. Ça s'ouvre le 7 du 7 mai, je crois, ou du 16 juin, un truc comme ça. L'ouverture, bon, on pourra aller au-delà d'ailleurs. L'ouverture pour faire la déclaration en ligne de l'URSSAF Limousin pour déclarer ses revenus. Par contre, les gens qui étaient à l'URSSAF normal, donc tout ce qui est consultant, tout ce qui est coach, tout ce qui est profession médicale, paramédicale et tout, ils avaient un formulaire qui s'appelait la DSI, Déclaration sociale des indépendants, qu'on envoyait au RSI et après qu'on envoyait à l'URSSAF et qui permettait de déclarer ses revenus pour pouvoir faire le calcul de ses cotisations sociales et de l'ajustement des cotisations sociales entre ce qu'on avait payé une année, ce qu'on avait réellement gagné et l'ajustement des cotisations sociales. Le gouvernement a décidé de supprimer cette déclaration DSI et de l'intégrer dans la 2042. Il a rajouté une petite page qui s'appelle le volet social. Le volet social, il a des cases avec des noms incompréhensibles. Est-ce que j'en ai mis une copie là? J'en ai pas mis de copie. Avec des DABB, des DBABCC. Attendez, je vous donne les colonnes d'ailleurs. Il y a des, je l'ai là. Il y a des DA. Ah, non, je ne sais pas. Il y a des DABB, DABBCC, DADDBZ. Bon. Il y a des cases avec des noms farfelus. C'est très, très compliqué. Et le problème, c'est que cette année, on s'est rendu compte que plus que l'année dernière, il y avait quelques bugs. Les gens qui avaient plusieurs activités. Par exemple, quelqu'un qui était gérant d'une société et qui était en même temps artiste-auteur, et ben on avait les revenus qui étaient préimprimés de la rémunération de gérant en même temps que celle d'artiste-auteur dans cette case-là. Il ne faut pas que ce chiffre-là soit là. Là, les premières déclarations qu'on a commencé à faire en ligne pour nos clients, on s'est rendu compte que les chiffres des bénéfices des artistes-auteurs remontaient dans le volet social. Or, si vous regardez le troisième petit point en bas de la page, il y a marqué « En revanche, sont à ce jour exclus de la déclaration unique des personnes suivantes, les artistes-auteurs relevant de la sécurité sociale des artistes-auteurs. » Et cette année, toutes les premières déclarations qu'on a vues arriver, le chiffre qui apparaît, eh ben, il n'est pas bon parce qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais l'URSSAF a mélangé les chiffres de l'URSSAF Limousin avec les chiffres de l'URSSAF normal, et vos chiffres, ils remontent là. Le CAP, le comité des auteurs artistes plasticiens, il ne s'appelle plus artistes auteurs plasticiens, ils ont changé de nom, mais ça reste quand même le CAP. D'ailleurs, j'ai trouvé les cases, ça s'appelle la DSAE, la DSAF, la DSBA et la DSBB. Vous voyez les noms, hein, donc c'est prise de tête. Là, Anne-Solène, elle va s'arracher les cheveux. Donc, on a des chiffres qui apparaissent là, il faut surtout les décocher. Et donc, le CAP, il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut dire, cocher en disant, mes cotisations ont déjà été soumises à cotisation sociale. Donc, il faut remplir une case. Dans le volet social, reporter le résultat BNC artiste-auteur en case DSBA et DSBB pour dire qu'on a déjà cotisé sur ces sommes-là. Donc, quand vous allez vous mettre en ligne et que vous allez voir le volet social apparaître, si vous êtes que artiste-auteur et que vous voyez des chiffres dans cette case-là, il va falloir vraiment cocher la DSBA, la DSBB pour dire oui, les chiffres, ils apparaissent là, mais j'ai déjà cotisé dessus. Sinon, l'URSSAF va vous demander des cotisations sociales en double de celles que vous payez à l'URSSAF Limousin. Je sais, ça fait un peu mal aux cheveux, mais on n'a pas le choix. Il y a des erreurs informatiques, c'est un test. C'est que la deuxième année, la première année, ça n'a pas trop mal fonctionné, surtout que les gens de l'URSSAF Limousin étaient totalement oubliés, donc on n'en parlait pas. Et cette année, on ne sait pas pourquoi, les gens de l'URSSAF Limousin remontent dans ce volet social et ça va faire un peu du bouxon. Donc, regardez votre volet social. Normalement, si vous êtes artiste-auteur, il devrait y avoir 0 chiffre dedans. S'il y a 0 chiffre dedans, c'est tant mieux pour vous. S'il y a un chiffre dedans, il faut cocher la DSBA, la DSBB pour dire j'ai déjà cotisé sur ce chiffre-là, je suis artiste-auteur. Et quand vous recevrez votre avis d'imposition, vous regarderez si ça a bien été fait. Quand vous recevrez vos prochains appels de cotisation sociale, regardez bien que les bases des cotisations sociales sont bien les bases de ce que vous avez vraiment gagné et qu'il n'y a pas des chiffres farfelus qui apparaissent dans les appels de cotisation sociale.
On n'est pas à l'abri d'avoir plein d'erreurs cette année par rapport aux charges sociales. Les impôts, vous l'avez vu, un micro-BNC, prélèvement libératoire, micro-BNC, pas de prélèvement libératoire, micro-BNC, artiste-auteur, BNC au réel, la K5Y, on ne la fait pas, mais le volet social, on va avoir des bêtises là-dedans, on va avoir plein d'anomalies. Je regarde si j'ai rien oublié par rapport au volet social. Non, on n'a que les agriculteurs, les professions médicales, les artistes-auteurs et les marins-pêcheurs qui ne sont pas concernés. Tous les autres sont concernés, mais les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés non plus. Hein, d'accord. Si vous avez acquitté les 22% via votre déclaration trimestrielle, ce qui est sensiblement toujours le cas, sauf cas très très rarissime dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Voilà. J'ai descendu toutes les cases. Après, si vous avez d'autres revenus, bah, effectivement, il faut remplir toutes les autres cases et tout. Mais moi, ce que je vous conseille par rapport à votre déclaration, c'est déjà d'aller chercher les chiffres qu'il faut déclarer. Après, de regarder sur un formulaire papier les cases dans lesquelles vous devez les mettre. Et une fois que vous êtes OK, d'aller sur votre site. Et des fois aussi, ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport à l'année d'avant. C'est ce qu'a fait Anne-Soleil en disant l'année d'avant, j'avais ça, cette année, je n'ai pas la même chose, pour vérifier s'il y a des anomalies ou pas des anomalies. Un jour, votre déclaration d'impôt, elle sera préimprimée avec carrément vos bénéfices non commerciaux, voire votre chiffre d'affaires, quand tout va se croiser. Et je dirais que ça va arriver comme ça d'ici 2026, puisque l'État envisage que tout soit comme ça, complètement transparent en termes de remontée des informations. Mais on n'est pas à l'abri qu'il va se passer des années où il va y avoir des erreurs pendant un certain temps avant que ça marche très, très bien. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. La fiche, donc, vous la trouvez sur mon site et sur le groupe de discussion de Marlem, elle va publier quelque chose normalement demain. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va publier la vidéo, il va falloir qu'on lui poste déjà, qu'elle soit compressée pour qu'elle puisse la mettre en ligne. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre vos micros, vous pouvez mettre vos caméras que je puisse vous voir. Et puis je vous réponds à toutes vos questions. Donc, vous soyez timide et que vous ne voulez pas me voir, pas me parler. Personne ne veut me parler? C'est pas gentil. Allô, allô? Ah, Anne-Solène. C'est mon héroïne du soir. Pas de questions particulières? Les autres, pas de questions? Vous avez tout compris? N'hésitez pas, hein? Allô, allô? Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la discussion en haut. Pour vous, en réalité, ce n'est pas très compliqué. Simplement, il faut connaître les formulaires qu'on a à remplir, connaître les chiffres qu'on doit mettre dedans, de ne pas se tromper entre du net et du brut, de ne pas se tromper à soustraire des choses qu'on n'a pas à soustraire, de ne pas se tromper dans la case. Alors, bien entendu, là, si vous voyez sur le modèle, j'ai mis les chiffres dans le premier déclarant, mais quand vous êtes marié, vous êtes soit déclarant 2, soit déclarant 1, à juste voir dans quel côté vous êtes. Hein, ça, ce n'est pas gênant, c'est juste la ligne d'à côté. Hein. Pas d'autres questions? C'est-à-dire que j'étais très très bon alors. Ça doit être ça. Il faut toujours flatter l'ego d'un expert comptable. Hein. Juste Ouais. une petite question. On est d'accord que si on vit en couple sans étant marié et Paxé. paxé, c'est 2 déclarations différentes. Ouais, sauf pour l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune. Ah oui, bah non. Là, je rigole, mais c'est vrai en plus. L'IFI concerne les couples, même non mariés, à partir du moment où on habite sur le même toit, on doit déclarer ensemble. Mais c'est une exception à la règle de la fiscalité. Ok, d'accord. Si Bon, Marine est encore là, si Marine, il y avait Marine, elle est encore là. Il y avait quelqu'un, mais c'est pas la même Marine, c'est une autre Marine, à moins qu'elle n'ait pas le bon truc. Mais parce que j'avais quelqu'un de chez moi qui est spécialisé en gestion de patrimoine et sur l'IFI, elle pourrait confirmer. Hein. Mais bon, pour payer l'IFI, il faut être riche, très riche. Même. Voilà, non. Il faut avoir un patrimoine immobilier qui est supérieur à 760 000 euros. C'est pas le cas. Bah, merci. Bon, Des fois, à Paris, on a une grand-mère, on est propriétaire de son appartement et on hérite d'un appartement d'une grand-mère ou d'un parent. Les emprunts sont payés. Vu le prix de l'immobilier commence à monter à Paris, ou alors sur l'île d'Oléron et compagnie comme ça, sur les belles îles, là, d'un seul coup, on se retrouve propriétaire de quelque chose qu'on n'a pas voulu et on paye de l'impôt dessus alors que c'est un bien familial historique. Ouais. Non, mais du coup, pour tout le reste, pour moi, c'est bon. Ouais, il y avait juste cette histoire de l'an dernier, l'URSSAF me donnait BNC et BIC en même temps.
Ouais, on a eu ben, les anomalies, elles ont commencé de toute façon. À partir du moment où ils ont commencé avec le volet social, on a commencé à avoir des anomalies. Donc, j'insiste, autant le reste, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons les chiffres. Donc, on sait ce qu'on doit mettre, il ne faut juste pas se tromper. Autant le volet social, il y a des choses qui remontent automatiquement. Il faut avoir l'œil à ce volet social et éviter qu'il y ait des bêtises dedans. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué, j'ai tout bien marqué et dans le volet, qu'on pouvait dire, je pense avoir fait une erreur à cet endroit-là, j'ai marqué, je vous ai, que l'URSSAF m'avait donné ces chiffres-là et que je ne savais pas pourquoi et que j'avais réussi à joindre personne pour m'expliquer le problème et ils sont jamais revenus vers moi donc Ah ouais. bon. Alors, du coup, il faut suivre. Tu as raison, il faut surveiller l'après-coup, c'est-à-dire qu'il faut surveiller les appels de cotisation, il faut surveiller les choses. Il ne faut pas que d'un seul coup, quelque chose se déclenche, parce que ce qui est chiant, c'est que quand d'un seul coup, l'URSSAF se réveille, il déclenche des cotisations sociales, il faut se battre pour les annuler. Donc, il vaut mieux anticiper l'accident informatique que de Ouais, réparer quelque chose qui s'est déclenché, parce que c'est après, ça peut durer des années. Hein. Moi, j'ai un dossier là sur un client, un problème de CIPAV, non, un problème d'IRSEC. Ça fait 4 ans qu'on est dessus quand même. Hein. ouais. Et j'ai un de mes auteurs là, j'ai un de mes auteurs qui vient de se faire pécho pour 2018, 2019 et 2020. Là, il y a 15 jours, on vient de recevoir les régularisations des 3 dernières années. Et on ne comprend pas parce on a payé l'IRSEC, mais ils nous la réclament de l'autre côté, alors qu'on l'a payé. Et ils réclament 20 D'accord. 000 balles. Ils n'ont rien du ci. Hein. Ah ouais, ça peut aller loin. Sauf que le client, au lieu de nous dire qu'il avait des problèmes avec eux, il a attendu que les huissiers soient à la maison pour nous prévenir. Ouais, non, Donc il faut toujours faire les choses en amont pour ouais, réparer qu'attendre que l'huissier se présente à la porte. c'est ce que je me dis, c'est pour ça que j'avais essayé d'appeler tout le monde et j'avais vu qu'en fait la somme des 2 faisait mon chiffre d'affaires, que j'avais moi dans ma compta. Donc je me suis dit: «Bon, Il y a un j'ai petit bug. appelé Ouais. tout le monde, personne n'a su me répondre. Vous avez les éléments comme quoi je vous ai bien appelé, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Après, bah, il y a au bout d'un moment, moi je peux rien faire, hein». Donc voilà. Ok, Bah, merci est-ce que, beaucoup. de rien, Oui? est-ce que d'autres personnes ont des questions ou... Donc, n'hésitez pas à regarder le forum de Marlène demain ou après-demain, d'aller sur le site de Comcom, vous aurez plein de fiches pratiques, tout en accès libre, et de se connecter à moi si vous voulez sur les réseaux sociaux aussi. Comme ça, quand je publie des nouvelles fiches pratiques, ben, vous serez informé quand il y a une nouvelle information qui sort. C'est bon, je dis au revoir à tout le monde ou il y a encore des gens qui ont des questions? Non, visiblement, ils ont faim. Ça va être l'heure de manger. Au revoir tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Et puis à une prochaine. Bah, merci à toi. Bye. Bye.